Steve Austin, cosmonaute. Un homme apparemment semblable aux autres, mais reconstruit L'œil bionique. par les miracles de la technologie. Je suis un homme comme les autres, mais pas tout à fait, puisque j'ai un œil bionique. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que donc, tel que vous me voyez là, donc j'ai dans l'œil une puce électronique, un implant, donc cette fameuse prothèse rétinienne avec donc, 60 électrodes qui sont appliquées sur la rétine, donc qui nécessite quand même une opération assez sophistiquée, qui est, je dirais, moi, le produit, le condensé d'une somme de savoir et de connaissances assez prodigieuse. J'ai donc vécu longtemps, jusqu'à l'âge environ de 25 ans, dans un univers visuel avec des plaisirs ou des centres d'intérêt qui étaient vraiment très visuels aussi. Hein. C'est-à-dire ça pouvait être aussi bien aller au cinéma que d'apprécier la peinture. Avec la rétinite pigmentaire, sur plusieurs années bien entendu, tout cet univers extrêmement riche qui est celui de la vision s'est estompé et a disparu, jusqu'à arriver à un stade où je n'ai plus eu aucune perception visuelle. Voilà. J'ai eu vent bien de l'existence de cette expérience sur la rétine artificielle et pour vraiment vérifier, de visu, si je puis dire, je me suis rendu donc à l'hôpital des 15-20 où j'ai rencontré donc un des médecins chercheurs et qui m'a expliqué en détail les possibilités, les enjeux de cette recherche. Et c'est vrai que, alors tout en m'expliquant bien entendu, un petit peu le dispositif, et puis ce qu'on pouvait en attendre, qui était, on m'avait vraiment dit clairement, justement, que c'était extrêmement limité comme résultat. Mais j'ai quand même eu envie de participer à cette expérience pour... alors, pas tellement... vraiment, c'était dit comme une expérimentation, comme vraiment de la recherche. C'est-à-dire qu'on était un peu impliqués, nous, en tant que patients, dans un processus, quoi, en fait. Voilà. Et je savais, moi, en y allant, que je n'allais pas retrouver une vision même utile au bout de l'expérimentation. Hein. C'était clairement dit. Voilà. Mais tout en sachant qu'il y avait des possibilités, peut-être, d'amélioration. Voilà, c'était dans cet esprit-là que j'y suis allé. Gilles est un pionnier. On lui a greffé cette rétine artificielle baptisée Argus II en 2009. Il est l'un des 30 patients sélectionnés dans le monde qui participent à cette expérience exceptionnelle et testent actuellement ce prototype développé par des chercheurs américains à Los Angeles. Le projet Argus a été mis au point au sein de l'Institut d'Oeni, en association avec le laboratoire Second Sight, Seconde Vue en français. C'est Marc Oumayoun, docteur en ophtalmologie et directeur de recherche, qui est à l'origine de cette découverte exceptionnelle. Je travaille sur le projet de rétine artificielle depuis plus de 25 ans, et c'est l'objectif central de toute ma carrière. Tout a commencé à la fin des années 90, alors que la technologie n'était pas encore très avancée et personne ne pensait alors à implanter de l'électronique dans ou autour de l'œil. Cependant, à cette époque, il y avait déjà des implants électroniques pour l'oreille, des oreilles bioniques. Le terme « œil bionique » me fait sourire, parce que quand j'étais plus jeune, il y avait une série qui s'appelait « L'homme bionique ». C'est devenu « L'homme qui valait 3 milliards ». Quand on dit « bionique », on pense immédiatement à cette série connue dans le monde entier, et les gens comprennent mieux ce que sont des implants électroniques. Bon, dans notre cas, il ne s'agit pas de l'intégralité de l'œil, et le mot « œil » n'est peut-être même pas correct. Nous l'appelons « rétine artificielle ». Mais partout dans le monde, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est une rétine. Alors, pour certains, c'est un œil bionique, et pour d'autres, une rétine artificielle.
Ce système est un scanner rétinien qui permet d'entrer dans le laboratoire. Il identifie la rétine et motorise l'accès. Voici notre laboratoire où nous développons les différents systèmes de caméra et de visualisation. Voici le banc optique où nous menons beaucoup de nos recherches sur l'électronique et l'optique, parce qu'il est sans vibration, ce qui nous permet de travailler sur des détails très fins. Dans le coin là-bas se trouve notre simulateur de vision qui permet de visualiser les images provenant de la caméra et comment nous pouvons les modifier. Venez par ici, nous reviendrons au simulateur ensuite. Voici la partie la plus délicate de l'implant, qui est réellement implantée dans l'œil. Vous pouvez voir combien elle est fine, flexible, et combien elle comporte d'électrodes minuscules. C'est elle qui stimule les cellules nerveuses dans la rétine. La caméra est fixée sur les lunettes. Elle est minuscule et très légère. L'image transite par ces fils vers ce boîtier qui contient un processeur informatique que l'on peut modifier avec ses boutons de contrôle et une batterie. Les éléments extérieurs du système sont ces lunettes et leurs minuscules caméras dont les images sont transmises vers un processeur qui est porté soit autour du cou, dans une ceinture, avec une petite batterie qui l'alimente. L'information est ensuite transmise depuis la caméra vers le processeur, puis vers l'implant qui stimule électriquement les cellules nerveuses dans l'œil aveugle, ce qui permet à l'œil de visualiser et au patient de voir. C'est le système dont Gilles est porteur. Un mini-ordinateur placé dans le boîtier de contrôle recueille les images captées par la caméra. Les signaux sont transmis par une liaison sans fil grâce à un émetteur haute fréquence fixé sur la monture des lunettes, factice, qui communique avec un récepteur relié aux électrodes placés sur la rétine. Lindy Yo, chercheuse. Voici les lunettes que les patients portent actuellement, avec une caméra au milieu qui digitalise l'image. Mais en ce qui concerne notre patiente ici, il s'agit d'un simulateur qui permet de visualiser ce que nos patients peuvent voir. L'image est numérisée et cela nous permet de comprendre quel type d'image les patients peuvent percevoir. Mais c'est un signal électronique, donc il doit être numérisé et converti en pixels. Un pixel est un point lumineux, et plus il y a de points, plus la définition de l'image est bonne. Nos premiers patients avaient un cadre de 4 par 4, soit 16 pixels, donc c'était assez rudimentaire. Mais plus il y a de pixels, plus la définition de l'image est bonne. Avec l'Argus 1, nos patients pouvaient percevoir des contrastes et des mouvements, comme les doigts qui bougent. Et essayons ici avec 2 doigts. Vous pouvez presque les voir. Vous pouvez voir le mouvement simultanément avec les pixels qui s'éclairent. L'Argus 2, avec 60 pixels, offre une meilleure résolution d'image pour les patients. Voyons l'Argus 2. Vous voyez que les contrastes sont mieux définis. Et avec un seul doigt, vous le voyez beaucoup mieux. Essayons avec 2 doigts. Et vous voyez vous-même qu'il y a une bien meilleure définition de l'image, surtout si les patients bougent leur tête. Et enfin, notre but ultime est une image avec 1000 pixels. Et nos patients pourront alors reconnaître des visages. Vous pouvez voir que la définition est bien meilleure sur un cadre de 32 par 32. Vous pouvez presque distinguer ses ongles. C'est vraiment notre objectif final, permettre aux patients de lire et de reconnaître des visages. Cela permettra aussi une meilleure mobilité aux patients pour qu'enfin ils puissent retrouver leur place dans le monde. Après l'opération, donc il y a un certain nombre de phases qui se traduisent par des mois en fait, avant que l'on puisse vraiment avoir le dispositif à la maison et travailler avec, parce qu'il y a beaucoup de mesures, de seuils, de savoir quelle quantité d'électricité en fait on peut recevoir. Alors
c'est vrai que c'est assez extraordinaire d'avoir de nouveau en fait des perceptions purement visuelles. Voilà. Et il y a un effet de surprise, un effet assez merveilleux dans les premiers mois, c'est de retrouver, de ressentir visuellement la réalité, quoi. En tout cas, une réalité visuelle qui est extrêmement élémentaire et basique, hein, et binaire, puisqu'on n'a que deux perceptions, grosso modo. Hein. Et donc, il y a un sentiment de curiosité, de surprise, voilà. Ce dispositif permet donc de percevoir un certain nombre de contrastes. Voilà, hein, c'est vraiment la base de tout. Et c'est vrai que, par exemple, ne serait-ce qu'être devant une fenêtre en plein jour et de sentir cette présence de la lumière, hein, qui se traduit par des flux lumineux, des messages lumineux suffisamment forts, bon, c'est assez surprenant, même si ça ne ressemble pas, bien entendu, à la première forme de vision. Hein, je répète toujours, Second Sight, donc le promoteur du projet porte bien son nom, c'est bien une seconde vue, les prémices d'une seconde vue. Moi, pour le moment, donc, ce dispositif, je l'utilise quotidiennement, essentiellement de façon active, c'est-à-dire seul, toujours avec ma canne blanche, parce que je ne peux pas m'en passer pour le moment. Mais je retrouve donc maintenant, sur des trajets connus, notamment pour aller travailler par exemple, un certain nombre de repères visuels que je vais retrouver tous les jours en fait. Des poteaux, des éléments qui sont au sol, des grilles, suivre des marches, alors des choses qui sont contrastées, hein, au sol ou à mi-hauteur. Parce qu'il faut bien comprendre, mais ça vous l'avez, c'est que ça prend des contrastes en fait, hein, des contrastes lumineux. Donc là, il y a bien une différence entre le revêtement et ça. Donc là, je perçois même long qui est devant moi, une différence entre le trottoir et le bas du bâtiment. Gilles est enseignant. Il se rend tous les jours sur son lieu de travail, une école primaire où il assiste de jeunes aveugles. Gilles a gagné en autonomie dans ses déplacements, mais il préfère parfois ne pas utiliser le système Argus, notamment dans des lieux qu'il connaît parfaitement bien. Observe, je te laisse réfléchir un petit peu. Regarde ce que tu as écrit. Dans cette recherche, bien entendu que les patients sont, on pourrait les qualifier peut-être de cobayes ou alors plus positivement de pionniers, mais avec les différentes équipes de chercheurs, là, tout le monde a été bien mis au courant des enjeux de l'expérimentation et je pense qu'on est partie prenante aussi parce que cette expérimentation, et c'est l'intérêt, le grand intérêt, c'est qu'il faut être extrêmement actif, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas simplement un dispositif hyper sophistiqué sur le plan technologique, biologique, mais il faut vraiment, on nous demande notre avis, on nous demande un retour et on travaille, et vraiment l'ensemble des personnels spécialistes, orthoptistes, ingénieurs, sont vraiment à l'écoute du ressenti que l'on peut avoir avec la rétine artificielle. Il faut aussi bien prendre conscience que cette recherche sur la rétine artificielle nécessite donc de fréquents voyages, de fréquents trajets donc à l'hôpital des 15-20. Et là, actuellement, par exemple, compte tenu de l'éloignement géographique, la première année, c'était chaque semaine se rendre à Paris, donc prendre le train, ce qui fait aller-retour 7 heures quand même, prendre le taxi, s'entraîner, après devant des écrans, subir des examens. On va commencer donc par les mesures. Alexandre Le Seigneur est orthoptiste au sein du centre d'ophtalmologie de l'hôpital des 15-20 à Paris, où ont été opérés depuis 2009 les 4 patients français qui participent à l'expérience. Lors des séances de rééducation, Alexandre effectue des tests pour mesurer les progrès de Gilles et vérifier le fonctionnement du système. Les données recueillies sont communiquées au promoteur du projet, le laboratoire Second Sight, qui les analysera pour modifier les programmes contenus dans le boîtier de contrôle et faire évoluer le système. Chaque séance de rééducation va commencer par ces mesures de sécurité. C'est le moment-là où on va communiquer avec l'implant directement grâce au boîtier et savoir si toutes les électrodes fonctionnent bien et réagissent bien.
ce qui est très très important, c'est de comprendre qu'on peut communiquer donc, avec l'implant et que finalement tout se passe dans ce boîtier. L'implant, les électrodes se stimulent, une petite stimulation pour chacune électrique qui va permettre de retranscrire l'image, mais toute la transformation de l'image, tout le codage de l'image se fait dans le boîtier qui est ici. Donc ce boîtier, dans ce boîtier, on va trouver un programme informatique qui va posséder les différents paramètres qui s'adaptent à chacun des patients opérés. L'avantage, c'est surtout que ce programme informatique, on peut le faire évoluer dans le temps. Avec le retour aussi des patients, on va pouvoir moduler et puis essayer d'avancer, de faire évoluer l'implant, de faire évoluer les perceptions, toujours grâce à ce programme informatique qui lui aussi va évoluer. Et on va pouvoir ainsi faire vraiment avancer les perceptions du patient. Donc les patients maintenant arrivent à faire des exercices qu'on n'imaginait pas, notamment donc, reconnaître des formes sur écran, reconnaître des lettres. Donc il faut opérer des mouvements de haut en bas, balayer de gauche à droite, puis essayer donc d'épouser les contours de la forme qui est sur l'écran pour donc en faire une représentation en fait. Hein, voilà. Et en opérant tous ces mouvements, tous ces balayages de l'écran, on arrive à déterminer la forme. Là, c'était un demi-cercle. Les objectifs au départ qui avaient été définis par le laboratoire, ce qui était espéré, c'était de permettre aux patients une détection des bords de fenêtres dans une pièce, une détection des cadres de porte, détection de certains objets, sans pouvoir définir quels objets, mais des objets qui pouvaient se trouver face aux patients. Au jour d'aujourd'hui, on est allé bien au-delà de tous ces objectifs et on est allé même au-delà de tout ce qui pouvait être espéré par le laboratoire et puis par les différents médecins. Donc toutes ces données vont ensuite être envoyées au laboratoire Second Sight et c'est eux qui vont observer les différents résultats et agir en conséquence ou demander de faire certaines choses. C'est dans un autre laboratoire, situé également à Los Angeles, que les données communiquées par les équipes médicales sont analysées. Ils développent déjà les prochaines générations d'implants rétiniens, l'Argus 3 composé de 200 électrodes et l'Argus 4 composé de 1000 électrodes, permettant de recouvrer une vision presque normale. Le laboratoire Second Sight est dirigé par l'un des 2 chercheurs qui ont mis au point la rétine artificielle, le Dr Robert Greenberg. Nous avons commencé nos travaux au sein de Second Sight en fabriquant l'Argus 1, qui s'inspire directement des implants cochléaires. Nous avons juste cherché à adapter à l'œil, en le modifiant, l'implant cochléaire bionique. C'était notre première découverte. La seconde étape fut l'Argus 2. Nous n'avons jamais eu l'intention de commercialiser l'Argus 1. C'était la base de nos recherches, mais l'Argus 2 fut conçu pour être commercialisé, et c'est le système qui vient d'être agréé par la communauté européenne et en attente de l'agrément américain. Dans ce laboratoire, nous testons les systèmes sur de longues périodes, pendant lesquelles les systèmes sont immergés dans de l'eau salée, qui est chauffée. Ici, les moteurs sont contrôlés pour maintenir les systèmes en mouvement, comme les mouvements de l'œil. Nous simulons l'œil et en mouvement et dans son élément salé. Cela prend de nombreuses années. Vous voyez, certains systèmes bougent beaucoup et certains sont plus lents, parce que nous cherchons à simuler tous les types de mouvements oculaires, lents parfois et très rapides, lorsque vous dormez par exemple. Or you could have rapid eye movements, like for instance when you're sleeping. Nous travaillons pour les 10 années à venir sur des systèmes implantés, non plus dans l'œil, mais dans le cerveau, dans l'espoir que tous les patients, même ceux dont le nerf optique sera endommagé, puissent bénéficier d'un système comme celui-ci. Notre objectif, au sein de Second Sight, est de vaincre la cécité, par tous les moyens possibles, que ce soit une prothèse rétinienne ou un implant sur le cortex. Aujourd'hui, nous développons des implants rétiniens, mais dans le futur, nous envisageons aussi d'autres procédés.
L'Institut de la Vision, dirigé par le professeur Sahel, spécialiste de la rétine et chercheur mondialement reconnu, a été très tôt impliqué dans cette expérience à laquelle collaborent de nombreux centres de recherche du monde entier. La phase de test est entièrement financée par le promoteur du projet, mais le coût de la rétine artificielle s'élève à environ 80 000 €. Pour l'instant, ce projet ne concerne que des personnes ayant perdu la vue à cause d'une maladie dégénérative de la rétine, ce qui concerne 15 millions de personnes dans le monde. Professeur José Alain Sahel. Alors, il y a eu deux phases en fait dans cette étude. Une phase qui vient de se terminer, qui est pas tout à fait terminée puisqu'on a décidé de la prolonger encore sur 2 ans, qui a été d'évaluer si ce type de dispositif était dangereux ou pas, c'est-à-dire si les personnes qui étaient implantées voyaient encore plus mal, ce qui est difficile à imaginer, après cette implantation. Alors cette phase, elle a montré qu'effectivement ça a été très bien toléré chez les 30 patients implantés, avec évidemment pas parfaitement, mais enfin bien toléré, et surtout qu'une bonne partie d'entre eux, dont Gilles, ont des résultats visuels qui sont au-delà de ce que nous pouvions imaginer lorsque l'expérimentation a été lancée. Alors aujourd'hui, cette phase va se prolonger encore 2 ans pour surveiller à 5 ans l'évolution après ce type de traitement, mais après le marquage CE qui a été obtenu en début de cette année, nous entrons dans une nouvelle phase qui est de le proposer comme un traitement à des personnes malades très affectées, soit complètement aveugles, soit avec une vision très très faible, avec aussi un suivi sur plusieurs années de l'évolution, mais qui serait une situation intermédiaire entre un produit approuvé, vendu, etc., et une phase d'expérimentation comme celle que nous venons de vivre. Donc on est à la jonction entre les deux aujourd'hui. Aujourd'hui, la question du remboursement se pose. Bien entendu, le fait qu'il y ait eu un marquage CE, ça rend le dispositif remboursable potentiellement. Donc il y a un dialogue avec les autorités de santé. Certains dispositifs permettent, par exemple en Allemagne, en Angleterre et normalement en France, mais ils n'ont encore jamais été appliqués, de prendre en charge le dispositif à condition qu'il y ait un suivi prolongé. Donc c'est à la frontière entre l'expérimentation et le remboursement. Mais ce que nous souhaitons, c'est que les patients n'aient rien à payer, sinon nous ne le ferons pas. Le coût du système est relativement élevé, effectivement, la chirurgie aussi, mais normalement 20 patients par an avec le bénéfice attendu et le bénéfice déjà observé, ça paraît tout à fait logique que ça soit pris en charge. Ça va devenir possible, nous espérons, dès l'année prochaine, dès le début de l'année prochaine, donc dès le début 2012, sur une série de patients, nous espérons une vingtaine de patients par an à peu près, et ensuite, en fonction des résultats, ça pourra peut-être s'étendre à plus de centres et plus de patients. Grâce aux nouvelles technologies et à une collaboration internationale, la recherche progresse, avec l'espoir de vaincre certaines formes de cécité. Le système Argus de rétine artificielle est le seul validé médicalement à ce jour. C'est une piste parmi d'autres explorée par les chercheurs. Alors sur l'Institut de la Vision, nous avons commencé à travailler sur la rétine artificielle il y a déjà une quinzaine d'années. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons fait la connaissance de Rob Greenberg, Marco Mayoun. À l'époque, c'était avec le professeur Safran à Genève, et d'ailleurs, on a continué à travailler ensemble. Et aujourd'hui, ça nous a amené à concevoir des générations d'implants pour dans quelques années, qui soient des implants avec une forme différente, en 3 dimensions, avec une compatibilité différente, recouverts de diamants artificiels, donc moins chers, qui soient biocompatibles, et à travailler surtout sur le traitement de l'information. Ce que nous avons appris avec les patients, ça nous a confirmé dans l'idée que c'était le traitement de l'information qui était essentiel. Les filtres, la densité des informations qui est produite. Donc il y a tout un travail aujourd'hui à l'Institut de la Vision avec des mathématiciens, des modélisateurs, des ingénieurs sur les générations futures d'implants. Les photos, mais après, ouais, c'est ça. Là, c'est que la lumière doit être... Cette piste pour un certain nombre de maladies de la rétine est vraiment nouvelle, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ces 10 dernières années, il n'y avait strictement rien en fait, en termes même d'espoir lointain. Si ce type d'expérimentation peut continuer, donc continuer à être financé. Moi je pense que, alors je ne suis pas spécialiste, mais vivant l'expérience moi-même, je pense qu'on peut obtenir des résultats intéressants et qui peuvent soulager, peut-être certaines personnes qui ont perdu la vue. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Institut de la Vision 01 53 46 26 48 www.institut-vision.org. L'association Valentin Haüy 01 44 49 27 2 fois www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble 01 53 86 00 00 www.voirensemble.asso.fr. La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France 01 44 42 91 2 fois www.faf.asso.fr.
Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets / ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 2-4 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux. Auteur, réalisateur et images, Jean-Claude Guilloson. Producteur délégué, Philippe Muller. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée, l'AVH, Association Valentin Haüy, la Fédération des aveugles de France, avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Valérie Verdier-Ferré, Chantal Polverel. Unité documentaire, Caroline Béard, Carole Whitcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.